Heureusement il a fait ses devoirs, parce qu'il a bien travaillé. Hein. Je suis impressionnée, mais ça, c'est un ingénieur. Les ingénieurs sont précis. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the CEO. Aujourd'hui, on est en présence de Luigi Rebuffi. Bonjour. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Très contente de t'avoir avec nous. Luigi, tu as un parcours assez impressionnant. Tu as été ancien directeur chez Thales, directeur des affaires européennes. Ensuite, tu es fondateur de European Cyber Security Organization et de Women for Cyber. Donc, Oui. On va en parler tout à l'heure. Pour moi, c'est très important de t'accueillir aujourd'hui et de traiter de ces sujets liés aussi à l'égalité de genre. Donc, ma première question pour toi, c'est, tu es d'origine italienne. Oui. C'est une chose qu'on a en commun. Et donc, avant de parler des cybersécurité, plutôt des choses, voilà, IT et business, on va dire, je voudrais faire un clin d'œil à tes racines et comprendre comment ton identité italienne a façonné la façon dont tu as travaillé au cours des dernières décennies, parce que du coup, tu as une longue expérience. Je dirais que je ne sais pas si un parcours impressionnant, moi j'aime bien dire atypique. J'ai toujours aimé créer mon poste où je suis allé. Il n'existait pas avant, je l'ai créé. C'est un peu cette idée que depuis que j'étais enfant, j'aime bien créer, innover, faire quelque chose de différent. Et ça, je dirais que bon, on le retrouve pas mal dans la culture italienne. La culture que j'adore. J'aime manger italien, j'aime faire la cuisine italienne et j'aime tout ce qui est, je dirais un peu comme les Français, on est tombé dedans quand on était enfant, dans le chaudron de la culture, de l'histoire et tout ça, c'est quelque chose d'assez unique. Et ça, à mon avis, il nous a forgé, je dirais surtout la période de la Renaissance. euh, je pense à l'homme de Vitruve avec sa complexité philosophique, scientifique, sa curiosité. C'est créé aussi. C'est quelque chose que, je dirais, on a un peu naturellement en Italie et je le trouve aussi pas mal aussi en France. Oui, absolument. Et puis surtout, j'étais la semaine dernière à Rome et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, j'avais étudié quelques mois, mais pour moi, je me lasserai jamais de Rome parce que déjà, c'était Caput Mundi, le centre du monde, autrefois. Et puis, il y a tellement d'histoires et je suis toujours impressionnée de me dire, waouh, combien de choses ont été créées et avec les moyens de bord parce qu'on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, bah oui, je pense que ça fait partie aussi de ta culture et aussi d'innover parce que de ce que je comprends de ton parcours, quand je vois tout ce que tu as pu faire, c'était aussi amener un changement à travers ton travail. Peut-être on peut parler de ton rôle de directeur des affaires européennes chez Thales. Comment tu vois aujourd'hui la relation entre des grands groupes technologiques comme Thales ou d'autres, ou peut-être des startups aussi ou des PME, et les institutions européennes? Question compliquée parce que j'ai vécu pratiquement 40 ans. Je suis venu en France d'Italie dès que j'ai terminé le Polytechnico de Milan comme ingénieur nucléaire. Je suis venu en France avec une bourse d'études de la Commission européenne. Et donc, je baignais dans tous les affaires européennes depuis longtemps, plus de 40 ans. Et donc, j'ai vu aussi les relations entre la recherche, l'industrie, les institutions européennes pendant 40 ans. Et effectivement, je vois que ça n'a pas énormément bougé du point de vue relation entre l'industrie et, qu'il soit là, petite ou grande, et les institutions européennes. L'industrie, je parle dans le secteur que j'ai traité, en général, c'est l'industrie européenne cherche souvent des financements, des subventions. Et il n'a pas la même dynamique qu'on peut voir aux États-Unis ou ailleurs, où on coopère de façon plus étroite avec les institutions, avec l'administration. On coopère, bien sûr, mais pas au même niveau. Donc, les résultats ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on parle de compétitivité encore aujourd'hui, on ne le retrouve pas comme on pourrait s'attendre. Et il y a encore, par exemple, tout ce qui est politique industrielle, par exemple. Moi, je vais proposer, déjà à l'époque, j'ai traité les affaires de sécurité en 2008.
Et je proposais au vice-président de la commission, à l'époque c'était Antonio Tajani, qui aujourd'hui c'est un bien connu aussi, encore politicien en Italie, et numéro 2 ou 3 du gouvernement. Et j'avais proposé de créer une politique industrielle pour la sécurité. Tout simplement parce que l'Europe, déjà à l'époque, après 9/11, 2001, devait essayer d'avoir sa position, sa souveraineté, on dit aujourd'hui, par rapport à toutes les technologies qui viennent d'ailleurs et sa possibilité de contrôler ces technologies, ces résultats, ces données. Et donc, j'avais proposé une politique industrielle qui effectivement a commencé à voir le jour en 2010. Et après, j'ai commencé à proposer en 2011 sur la cybersécurité la même chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, la Commission, depuis 15 ans, je dirais presque, la Commission n'arrive pas encore à comprendre qu'il faut une politique industrielle pour donner de la compétitivité et améliorer ce niveau de souveraineté qu'on a en Europe dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité. Et donc, c'est un peu un décollement entre le besoin de l'industrie et ce que l'administration, l'institution européenne offre aujourd'hui, qui croit de connaître le besoin de l'industrie, mais en réalité, ça ne marche pas encore. On n'arrive pas à créer ce partenariat public-privé comme j'ai essayé de le faire dans European Cybersecurity Organization, parce que c'était un des objectifs depuis 2016. Donc, mais c'est une question de maturité. Ça prend du temps. Absolument. Dans une vie passée, j'avais un petit peu travaillé avec la Commission européenne et c'est vrai que ça me gênait énormément la lenteur aussi parce que le moment où la policy elle est mise en place et elle est appliquée, c'est encore le cas aujourd'hui. On a DORA, on a NIS2, des réglementations aussi qui viennent un petit peu protéger en termes de cybersécurité, mais le temps que les pays les mettent en Oui. place, etc. Et puis, ce qu'on pense C'est déjà toujours... passé. Oui, Déjà, je dirais, là, l'AI Act, on l'a fait, on a mis 3 ans pour pour le définir et tout ça, ce qui est tout à fait normal, même rapide pour les institutions européennes. Mais une fois qu'il est terminé, comme la NIS 2, il y a beaucoup de choses qui vont pas, qu'il faut revoir, qu'il faut améliorer, parce que la technologie, le marché vont beaucoup plus vite. absolument. Et d'ailleurs, tu amènes ma prochaine question sur la Commission européenne. C'est vrai que récemment, ils ont adopté un plan AI First d'1 milliard d'euros. Pourtant, comparé à la Chine et aux États-Unis, je pense qu'en termes d'IA, on est très en retard. On a, par exemple, en France, on parle de Mistral, qui est une très grande réussite française. Mais j'aimerais qu'il y en ait plus européennes qui surgissent à l'ère des l'IA. Donc maintenant, il y a ce plan qui a été mis en place. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je connais, je ne connais pas exactement tous les détails parce que je regarde plus les aspects cybersécurité plutôt que intelligence artificielle, mais ça m'intéresse beaucoup parce que comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle maintenant est pervasive, donc ça va dans tous les secteurs. Et j'aime bien travailler et jouer avec l'intelligence artificielle. Bon, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, la Commission, tu as dit que investit 1 milliard. Ce que je connais pas bien, c'est 1 milliard sur combien d'années? Parce que c'est facile. Les messages de la Commission sont bien, la narrative, comme on dit en anglais. On donne des chiffres, mais après, en réalité, comme ce qui est arrivé pour la cybersécurité, on investit un demi-milliard. Oui, un demi-milliard, mais sur 5 ans. Ce qui fait donc 5 millions par an, ce qui vraiment n'est pas assez. Donc, ce qui risque aussi, quand je regarde l'information que j'ai par rapport à cet investissement d'1 milliard de la Commission, c'est que c'est vrai, c'est 1 milliard pour la recherche, mais sur combien d'années? Parce que si c'est 1 milliard par an, c'est pas mal. C'est 1 milliard sur 5 ans, c'est déjà autre chose. Pour 3 ans. Mais en tout cas, et après, de toute façon, la Commission a investi, a le projet d'investir beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a des activités du style InvestEI programme qui essaie de pousser des investissements pour créer des gigafactories pour l'intelligence artificielle. Il y a un visage d'aider les investisseurs sur 200 milliards, ce qui est énorme. Dans combien d'années, je n'ai pas bien compris encore, une fois de plus. Mais donc, la Commission a compris l'importance vitale, stratégique pour l'Europe.
de l'intelligence artificielle veut investir, mais c'est sûr que si on regarde seulement la partie recherche et développement, innovation, 1 milliard, même si c'est seulement sur une année, c'est pas assez par rapport aux 10 milliards qu'il probablement faudrait investir. Et par rapport à d'autres Ah, par rapport réalités comme la Chine, oui, voilà, c'est les parce que États-Unis. il y a un calcul facile à faire. Normalement, dans toutes les applications professionnelles, informatique, IT et tout ça, l'Europe a environ 20% du marché mondial. Ça suffit. Et de ce 20%, il faut calculer environ 10% dédié à la recherche, quand c'est des recherches de haut niveau. Donc c'est facile à faire le calcul aujourd'hui. Quand on a au marché de l'IA qui est de l'ordre de 250-300 milliards par an, donc ça fait quelque chose de comme 50 ou 60 milliards en Europe. Donc 10% de ça, ça fait 5 ou 6 milliards par an en Europe à investir dans la recherche. 2030, dans 5 années, ça serait environ, on prévoit, de l'ordre de 1500 milliards, de 1000 milliards. Donc il faut, même si aujourd'hui on investit, on a des idées d'investir des montants qui sont raisonnables, il faut multiplier ça par un facteur énorme dans 5 ans. Est-ce qu'on va y arriver? C'est ça la question. Et c'est ça que le privé peut-être est prêt à faire, mais il faut le faire en coopération avec les institutions. Absolument. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, une personne très, on va dire, qui a impacté beaucoup l'Europe, Mario Draghi, qui a été Premier ministre aussi en Italie et qui, il y a quelques mois, c'était en août, il s'est exprimé, il a dit, voilà, il a critiqué l'Europe, il a critiqué la façon dont la Commission européenne gère non seulement le côté économique, mais aussi géopolitique, c'est-à-dire que il a clairement dit la Chine ne considère pas l'Europe comme un partenaire. Et ça fait mal. Et de venir d'une personne qui a quand même été à la tête d'institutions européennes et qui a beaucoup apporté à l'Europe, de voir cette critique dure, c'est vrai que c'est aussi, je pense, un sonnet d'alarme. Le problème de l'Europe, c'est que on a construit l'Europe et on veut être démocratique, ce qui est très bien. Avoir un consensus à 27 n'est pas facile, donc aller vite et se mettre d'accord, euh, c'est compliqué. Il y a une réflexion que j'ai faite récemment, c'est sur le fait que, mais pourquoi on a cette lenteur en Europe? Quel est l'avantage? Bah, si je peux raisonner par absurde, autrefois, pendant plus de 2000 ans, on a eu des guerres tous les 30 ans en Europe. Et depuis 70 ans, on n'a plus de guerre. Donc, on pourrait dire que grâce à cette lenteur, grâce au fait qu'on ne se met pas d'accord, on n'arrive pas à se faire la guerre l'un contre l'autre en Europe. Donc, il y a aussi un avantage quelque part. Mais c'est raisonnant par absurde. C'est vrai qu'il manque cette dynamique très forte et d'autres pays beaucoup moins, je dirais moins démocratiques ont, qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais est-ce qu'on est content d'aller plus lentement, mais d'être plus démocratique ou non? Ouais, C'est la question qu'on peut se poser. c'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est vrai que c'est un peu le paradoxe de pourquoi on a construit l'Europe pour la paix après des décennies de Oui, guerre, mais aussi comment on fait aujourd'hui pour... Il y en a qui parlaient d'Europe à deux vitesses. Donc d'avoir voilà, de groupes, oui, bah oui. de pays qui sont prêts à Mais faire par plus exemple, c'est toutes les d'efforts. discussions qu'on a aujourd'hui sur la souveraineté. Ouais, Il y a des pays qui sont prêts à aller plus loin sur la souveraineté, d'autres qui le sont moins parce que ils ont des intérêts politiques, économiques, stratégiques différents. différents. Absolument. Luigi, tu as travaillé vraiment dans différents secteurs, que ce soit télécom, médical, industriel. Si tu peux changer une chose dans la manière dont l'Europe aborde la cybersécurité, ce serait laquelle? Ah, comme je dis tout à l'heure, il faudrait vraiment avoir une politique industrielle pour la cybersécurité qui puisse vraiment aider, comme on a dit, la compétitivité, la souveraineté, tout ça. Mais il faudrait aller au-delà parce que justement, maintenant que je suis à la retraite, j'ai un peu de temps pour réfléchir, pour écrire des choses que peut-être dans le contexte que j'avais avant de EXO, European Cybersecurity Organization, je ne pouvais pas écrire tout simplement dans le sens que pour avoir l'accord de tout le monde, ça prenait trop de temps. Donc aujourd'hui, j'écris des choses que je pense avec mon expérience d'une certaine date. Et je pense que la cybersécurité n'est plus seulement
n'est seulement une petite engrenage de ce qu'il faudrait faire. En réalité, mon message principal, c'est qu'il faudrait mieux considérer, dans le cadre de la transition numérique, pour la protéger, pour mieux la soutenir, la résilience numérique. On parle de cyber resilience, mais là aussi, c'est encore un petit engrenage. C'est comme, je peux faire une analogie, c'est comme si vous avez une voiture pour aller de point A à point B, et vous avez une Fiat 500, puisqu'on parle de mes usines italiennes, Fiat 500 dans laquelle il y a un moteur Ferrari, magnifique. Et dans le moteur Ferrari, c'est la cybersécurité. Mais si vous avez les 4 pneus à plat, vous n'allez nulle part. Donc ça ne sert à rien d'avoir une cybersécurité magnifique si tout le système n'arrive pas à faire la fonction dont on cherche. Et donc là, la résilience, c'est aussi un peu ça. Quand on a des problèmes, parce que les problèmes vont arriver, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on a du mal à comprendre quand on fait un projet, un design. Quand on parle de cybersecurity by design, la Commission aujourd'hui est en train de mettre en place, enfin, on est déjà en train de mettre en place le Cyber Resilience Act pour la cybersécurité. Mais là, on regarde la vulnérabilité, prévenir les vulnérabilités. Mais ce n'est pas ça l'objectif final. C'est un problème, comme on dit en ingénierie, mal posé. Oui, c'est un problème, il faut le résoudre. Mais le vrai problème, c'est comment le système va marcher, va fonctionner quand on attaque, quand on a un problème. Et c'est ça le vrai problème qu'il faut se poser. Et donc, trouver les bonnes solutions. Et donc, la résilience numérique comporte aussi la cybersécurité, mais aussi le facteur humain, l'éducation, l'éthique. Donc, il y a énormément de facteurs qui jouent et qu'il faut prendre en considération ensemble. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un changement qu'il faut que la Commission, mais tout le système, tout l'écosystème, doit prendre en compte. Et on commence à voir aujourd'hui Gartner, qui a une voix très forte depuis quelques mois, qui commence à dire quelque chose de similaire. Oui. Et peut-être on va y arriver dans 10 ans, mais je pense qu'on va y arriver. On reste optimiste. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. On parle beaucoup de cybersécurité. La cyber-résilience, enfin, les attaques vont arriver, Ils se multiplient, voilà. Il y a des ransomware tous les jours, il y a des grosses boîtes, que ce soit des télécoms ou même des aéroports qui ont été attaqués, des vols bloqués, etc. On l'a tous vu et ça ne fera qu'augmenter. Ça, c'est une réalité. Par contre, déjà, comment on peut les prévenir, mais aussi comment on peut s'adapter à cette nouvelle réalité, finalement. Survivre pendant l'attaque, passer la crise et récupérer et tout ça. C'est ça. Limiter les dégâts. Voilà. Donc, limiter les dégâts. Et ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une question aussi d'améliorer sa façon de travailler, de fournir, de faire du business. Parce que quand on parle de sécurité, très souvent, on pense à ça comme une assurance. Mais si on améliore la résilience du système, ça veut dire qu'on peut faire mieux et de façon plus continue le business. Donc, c'est améliorer le business. C'est pas seulement prendre une assurance. Absolument. C'est passionnant. Je pourrais continuer pendant des heures à parler de ça. Mais j'ai une autre question pour toi. Alors, tu as travaillé dans beaucoup de secteurs. Oui. Comme tu as dit, tu as un parcours d'ingénieur nucléaire. Oui. Tu arrives en France. Ça fait 20 ans que tu es en France. 40. 40 ans. Waouh. Tu es français d'ailleurs, français, italien. Tu as travaillé à la fois dans la télécom, le médical, l'industriel. En quoi cette diversité de secteurs, elle t'a un peu enrichi ou elle a enrichi l'approche que tu as eue dans ton travail? Je dirais qu'on revient un peu à ta première question, l'Italie. Et c'est un peu cette façon de voir un peu le monde sous tous ces différentes facettes. Autrefois, dans des vieilles générations, on parlait ça plutôt des études, sans exagérer, mais je dirais encyclopédiques. C'est vrai, dans ma génération encore, on avait besoin, on a envie d'étudier un peu tout. Des livres aussi, surtout. Oui, des livres. Pas Et des livres. Moi, quand j'étais enfant, je connaissais presque en mémoire une encyclopédie pour enfants. Mais je savais où trouver tout ça. Et donc, j'ai essayé de comprendre les différents secteurs. J'ai toujours aimé, et je n'étais pas le seul, je veux dire, je ne suis pas un excessif, mais vraiment, c'était cette mentalité d'autrefois. Aujourd'hui, on est beaucoup plus spécialisé parce qu'on va beaucoup plus à fond dans les différents secteurs, et ça peut se comprendre. Mais c'est cette vision globale qui m'a toujours poussé aussi de m'intéresser à différents secteurs. Et aujourd'hui,
ça permet aussi, cette vision des différents secteurs, de regarder la cybersécurité, mais aussi l'intelligence artificielle, parce qu'ils sont appliqués partout. Donc, le fait de connaître, tout c'est de connaître, d'avoir un peu euh, travaillé dans différents secteurs, ça permet de mieux comprendre le besoin de différents secteurs et comment appliquer dans les différents secteurs cette nouvelle technologie comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Absolument. Et puis surtout, bah, je pense que c'est aussi une curiosité que tu avais petit et que tu as gardé. Oui, oui. Et ça t'a permis de faire beaucoup de choses. On a parlé aussi des organisations que tu as fondées. Tu as été le fondateur d'EXO, European Cybersecurity Organization. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette organisation? Ah, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Euh, Quand j'ai vu 9/11, j'ai travaillé encore dans le secteur un peu des télécoms à l'époque. Mais en 2003, je suis devenu directeur des affaires européennes chez Thales. Et tout de suite, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai vu qu'il y avait un partenariat public-privé dans le secteur des transports automobiles. Je dis, tiens, ça peut être intéressant à faire dans le secteur de la sécurité, parce que justement, il fallait avoir une réponse européenne aux technologies américaines qui arrivaient après le 9/11. Et là, j'ai créé, ça a pris quelques années, j'étais détaché de Thales pour créer une organisation qui s'appelle European Organization for Security, EOS. Et à partir de 2007, on a commencé à réfléchir comment faire dans les différents secteurs de la sécurité, contrôle des frontières, différents types de crises, mais aussi à l'époque la sécurité informatique. On n'appelait pas cybersécurité. Et en 2011, on a dit, bah, il faut peut-être faire un PPP sur la cybersécurité. La commission a décidé finalement, donc ça prend du temps, hein, il faut être têtu à Bruxelles. Donc en 2015, a commencé à dire, OK, on peut réfléchir. En 2016, on a dit feu vert. Et donc on a créé en 2016. Donc c'est tout un parcours assez long. Il faut construire ses idées, il faut être solide et apprendre beaucoup pour voir comment convaincre les décideurs à mettre ensemble le public et le privé pour arriver à créer une entité comme EXO qui aujourd'hui a survécu à ses objectifs initiaux et se développe encore plus aujourd'hui avec après mon départ comme secrétaire général. Alors, mais c'est vrai que c'est vraiment faire un pont, créer un pont entre des institutions, des organisations ou des entreprises. En tout cas, promouvoir un peu un dialogue Oui, un pont, entre c'est ces bon. différentes réalités. Tu as aussi lancé Women for Cyber et c'est dans ce cadre que j'ai découvert ton travail. Parce que Women for Cyber, c'est aujourd'hui une organisation qui a différents chapitres qui existent, je crois, partout en Europe. En tout cas, dans plusieurs pays en Europe. 34 chapitres. 34 chapitres. Et on est en train de créer des chapitres en Afrique, D'accord. en Asie, et en Amérique du Sud. Donc, C'est super parce que je pense que c'est tellement, on dit en anglais needed, on en a tellement besoin. C'est vrai que le secteur de la cybersécurité et de la tech en général, c'est un secteur très masculin. Il y a quand même du changement. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent aussi à avoir des postes de pouvoir. Mais je trouve que c'est un travail vraiment important. Donc, comment cette organisation, elle aide finalement les femmes à avoir accès à ces opportunités dans la cyber? bah, on a fait différentes activités. On est encore en train de se chercher. On a créé ça en 2019. Je dirais la première idée, c'était 2017. C'était une discussion, si je peux me rappeler, je l'aime bien le rappeler, fin septembre 2017, suite à une communication de la Commission européenne, on disait qu'en 2022, donc il y a 3 ans, on aurait eu besoin de 300 000 experts dans la cyber qui nous manqueraient. Donc moi j'étais avec l'ingénieure, une femme, qui aujourd'hui c'est le recteur du Polytechnico de Milan. Et on a dit, ben nous, comme ingénieurs, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, mais nous, on est ingénieurs, statistiquement, si on ne considère pas 50% de la population, on va jamais y arriver. Donc, c'est pas vraiment une idée de politiquement correct, c'est juste dit, voilà, on regarde les chiffres, on va jamais y arriver. Donc, il faut aider les femmes. Oui. Et on a discuté, et moi, j'avais eu la chance, entre guillemets, de pouvoir manager EXO, donc j'avais quelques ressources,
Et on a dit, on part de EXO pour créer une spin-off. Donc, cette fondation Women for Sab pour aider. Et j'essaie, c'est bien, tu m'as trouvé à travers Women for Sab. J'essaie un peu de me cacher parce que, c'est quand même une organisation pour les femmes. Et moi, j'y tiens beaucoup. Parce que, d'abord, je dis parce que ça aide le business, mais aussi peut-être de raisons diverses et variées que j'ai essayé de comprendre moi-même. Pourquoi je veux aider les femmes? Parce que je trouve que c'est une complémentarité énorme. Mais comprendre comment l'aider, pour revenir à ta question, c'est encore compliqué à préciser de la fondation parce que on a créé avec certains objectifs. On pensait pas que tous ces chapitres allaient arriver, mais ils sont arrivés et ils grandissent encore. Et donc, il faut voir comment les aider. On a mis en place des activités de mentoring et ça se développe et c'est ce qui aime beaucoup. On a mis en place des activités d'aide à la recherche d'emploi et ça, c'est magnifique. Parce que quand on est à Bruxelles, on passe du temps avec la Commission, avec le Parlement. C'est gratifiant avec des limites. Par contre, quand on voit qu'on fait du mentoring, qu'on a organisé du mentoring à des femmes, et après ils reviennent vers nous, que grâce à ça, ils ont trouvé un boulot, ça c'est énorme. Oui, vous Ça, c'est sentez énorme. que ça a du Voilà. sens. On a dit, j'ai passé ma vie à faire au moins quelque chose qui a eu de concret, et pas seulement du blabla au Parlement. C'est tellement beau. Et je veux quand même te dire une chose, c'est que j'apprécie ce que tu dis par rapport au fait que voilà, tu te sens peut-être en tant qu'homme, tu veux te mettre de côté, mais pour moi, je vais te dire ce que je ressens. Tu es quelqu'un qui a eu une chance, en tout cas, tu as travaillé pour ça, mais tu as eu un poste à pouvoir. Et aujourd'hui, tu utilises ton expérience et ton expertise et ton réseau au bénéfice de personnes qui peut-être n'ont pas ou n'ont pas les mêmes chances, on va dire. Parce que statistiquement, c'est vrai que même le fait de oser postuler à des rôles euh, en dehors de ses compétences, un homme le fait plus qu'une femme, statistiquement. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, c'est très important, ne serait-ce que de dire à une personne, tu peux essayer. Le fait de penser qu'on peut essayer, ça peut déjà changer la donne. Et c'est ça, exactement ça. Tu touches à un point extrême qu'on voit encore aujourd'hui quand on fait du mentoring. Les filles, surtout les jeunes filles, ils ont peur de se lancer dans ce domaine. Oui. Et donc, c'est à travers le mentoring, avec les discussions avec nous, qui dit qu'on essaie de les encourager, qu'on essaie d'apprendre. Et on trouve d'autres personnes, et on utilise aussi des instruments aidés par l'intelligence artificielle, pourquoi pas, pour faire du matching entre la personne qui veut apprendre et la personne qui veut donner. Et ça aide beaucoup justement les personnes qui sont un peu timides, qui ont des craintes, qui ont des doutes, à passer le cap et aller au-delà, d'aller plus loin pour faire des choses qu'ils ont déjà dedans. Et simplement, on les aide à sortir et arriver à des résultats. On voit aujourd'hui, on est arrivé à environ 20, un peu plus de 20% de participation féminine dans la cybersécurité. Et quand on est parti il y a 6 ans, c'était environ 11%. Bon, c'est pas seulement grâce à nous, c'est tout qui En a Europe changé. ou en France? En Europe. En Plutôt. Europe. Aux États-Unis, on dit 24% plutôt. Ok. Mais on essaie de savoir un peu plus. Mais et puis il y a certains pays qui sont plus... Les pays de l'Est, il y en a davantage. Tradition, je dirais, soviétique, mathématique. Ils sont beaucoup plus STEM que les pays qui est de l'Europe de l'Ouest. Mais en moyenne, c'est environ 20%. Et déjà, pour nous, c'est un succès si on a contribué un tout petit peu avec notre Women for Sab. Après, le futur, c'est de faire croître cette base et faire de façon que cette base puisse aussi accéder pas seulement à l'emploi je dirais des bases, je me répète un peu, mais aussi aux postes de responsabilité, de leadership. Et ça, beaucoup de femmes disent, nous, on veut pas de quotas roses. On veut pas que ce soit dit, voilà, parce que c'est une femme, on faut le mettre à cette place-là. Mais il faut que tout l'ensemble puisse grandir afin qu'il y a statistiquement, automatiquement, les femmes de bon niveau puissent aussi accéder au poste de responsabilité. Absolument. Et puis, ça commence par l'éducation. Et c'est vrai que j'ai pu
discuté avec certains de tes collègues pour le chapitre France et m'expliquaient que justement, ils vont dans les écoles, faire des formations ou des événements. Et ça, c'est très important parce que c'est là que ça commence à... On sème une petite graine et après, ensuite, on aura peut-être plus de femmes. Là, on a vu déjà un changement depuis les dernières années. J'espère que ça continuera parce que bon, si on parle des jeunes femmes, donc l'intersection âge et genre, c'est vrai que je peux parler pour mon cas. Moi, aujourd'hui, j'avais 9 ans. J'ai commencé pas dans la cyber, mais dans la tech à l'âge de 25. J'allais à des événements, il y avait des CEO, des présidents de boîtes qui me demandaient si j'étais stagiaire, alors que j'étais responsable de vente. Après, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de clichés à contrer à chaque fois, dès que j'ai la première approche. Mais personnellement, j'en ai fait une force de, à chaque fois, justement, c'est un peu un jeu. Je me dis, voilà, je suis là pour déconstruire un peu des préjugés. Et si c'est un client, j'essaye, voilà, de me faire respecter autant que mon binôme qui est homme. Et donc, je pense que c'est important aussi de construire en soi cette confiance ou de la transmettre, dans ton cas, à travers des réseaux de mentoring, à travers cette organisation. Donc, Et ça merci. s'appelle maturité. Maturité, ouais. Tu es souvent décrit comme un advocate for inclusion, donc que tu fais du plaidoyer pour l'inclusion. Comment cet engagement a-t-il façonné ou changé ta propre vision du leadership? Je dirais que en réalité, c'est l'inverse. C'est justement parce que j'étais dans une position de leadership que j'ai pu faire quelque chose pour les Women for Cyber, mais aussi pour la sécurité, cybersécurité, etc. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est profiter de la position qu'on a créée, qu'on s'est créée, qu'on a aidé à créer pour donner donner cette position, donner cette ressource aux autres pour faire grandir l'ensemble. Et donc, c'est une position de leadership qui permet de faire autre chose. Et c'est pas autre chose qui permet de faire le leadership. Absolument. Et il y a une chose, je vais te poser une question un peu challengeante, mais pas trop. En gros, tu sais, il y a un programme des Nations Unies, des UN Women, ça fait plusieurs années que ça existe, He for She. Qu'est-ce que, justement, parce qu'on dit souvent qu'on est en train de soutenir les femmes, empowering Oui, women, mais les hommes aussi, ils ont besoin peut-être d'avoir cette culture. Alors ma question, c'est vraiment tes peers, les personnes que tu as oui. côtoyées ou que tu côtoies, hommes, qui ont des positions de pouvoir. Comment ils reçoivent ce travail que tu fais, ou en tout cas les initiatives que tu mets en place? Tu as trouvé tout de suite une volonté de collaborer ou tu as dû quand même travailler derrière les rideaux? Bah, il n'y en a pas assez, je dirais, clairement. Et c'est un joke, c'est une blague qu'on fait souvent quand je fais mes speeches, je fais souvent. Et c'est le fait que le problème, c'est pas convaincre les femmes et aider les femmes, c'est convaincre les hommes. Et c'est là. Et quand on voit des conférences qu'on organise, au début, on organisait des conférences vraiment de Women for Cyber qui étaient largement, majoritairement présence des femmes avec quelques hommes. Aujourd'hui, la dernière conférence on a faite fin septembre à Athènes, il y avait quand même pas mal d'hommes. Parce que on a fait une conférence de cybersécurité organisée par des femmes, avec quelques messages pour les femmes, mais il faut inclure. Donc l'inclusion des femmes passe aussi par l'inclusion des hommes dans le message des femmes. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Parce que il faut arriver à un niveau des décideurs, hommes, parce qu'il y en a encore beaucoup, ce qui est historique, je dirais, à les convaincre, à soutenir, à comprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas pour faire de DEI américain, Oui. que maintenant on a peut-être Chute d'autres libre. points de vue, voilà, chute libre. C'est pas pour faire le politiquement correct, c'est tout simplement parce que on a besoin de tout le monde, de tous les experts, de toutes les personnes, de n'importe quel genre, qui puissent aider la cybersécurité, la sécurité, la compétitivité, la souveraineté, tout ce on a besoin aujourd'hui en Europe.
Oui, finalement, aller au-delà de la performative action, voilà, pour les chiffres, pour le quota, pour les rapports de fin d'année Voilà, en diversité et inclusion, mettre autant de femmes, mais comment on s'assure qu'elles se sentent vraiment incluses et que les hommes soient aussi éduqués à cette parité. Pour la dernière partie de notre interview, je vais te poser quelques questions un peu plus personnelles. C'est un peu fireside chat pour aller behind Luigi, derrière le CEO, derrière le fondateur, derrière le directeur, qui se cache derrière ton travail, qui se cache, on va découvrir. Alors, la première question, c'est vraiment, surtout maintenant que tu es à la retraite, qu'est-ce qui te passionne en dehors du travail? Je sais que tu es passionné, malgré que tu es à la retraite, je suis sûre que tu le fais encore à travers Women for Cyber, mais c'est un ingénieur, c'est dans ton ah ADN oui, moi je continue, de... oui, Info Voilà, Cyber, volontaire, comme volontaire, mais voilà, effectivement, mais c'est, voilà, je pense qu'il faut le faire. voilà. Mais en dehors de la cyber, qu'est-ce que tu aimes? Euh, à ce moment, j'aime beaucoup écrire. Ok. On voit parfois sur mon compte LinkedIn quelques petites histoires, mais en réalité, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup jusqu'à 1 heure, 2 heures de la nuit. Et je m'amuse à écrire des histoires d'abord drôles, maintenant un peu plus complexes, sur la base de avec une pseudo-scientifique, je dirais, cybersécurité, intelligence artificielle, physique quantique ou relativité. Je suis passé à écrire des histoires courtes et là maintenant je suis en train d'écrire des véritables livres. Et le livre que je suis en train d'écrire, enfin, livre que je le fais pour moi, juste pour peut-être qu'un jour vont être publiés. Ou là, je publie quelques petites histoires courtes sur LinkedIn. Mais peut-être qu'un jour je vais publier. En ce moment, je suis en train d'écrire une révisitation moderne de l'éloge de la folie d'Erasmo de Rotterdam. Et c'est donc c'est tous les folies modernes. Et ça m'amuse trop. Je m'amuse trop. En fait, tu es encore dans la création, mais de toute façon, je Ah oui, pense que oui, c'est. c'est ta marque de fabrique. Tu aimes J'ai bien. besoin, moi j'ai besoin, je me réveille la nuit et j'ai des idées, je dis tiens, demain Ah oui, matin. carrément. Parce qu'aussi, c'est un exercice. On en parlait dans un autre épisode. On a interviewé un écrivain. C'est vrai que c'est assez un besoin parfois, mais aussi, plus tu écris, plus tu as envie d'écrire. Parce Et, et- qu'après, ça et stimule oui, ça ton stimule, bah, imagination. d'abord, et je travaille, je l'admets aussi avec l'intelligence artificielle, parce Oui. qu'elle m'aide beaucoup pour, bah, d'abord, m'aider à améliorer ma façon d'écrire, parce que, voilà, parce que c'est mieux structuré, je sais mieux organisé, mais aussi parce que ça me permet d'avoir des informations beaucoup plus rapidement qu'une recherche traditionnelle. Moi, j'utilise 3 intelligences artificielles au niveau pro et 5 autres normales. Donc, et je vais croiser toutes les informations parce qu'on ne peut pas laisser sur une seule. Mm. Ça, c'est dangereux. Et ça, le fait justement, si, un peu pour reprendre tout ce qu'on a dit avant, Mm. c'est à travers toute cette écriture et le fait de traiter différents sujets, d'ailleurs, avec ces histoires, ça me permet de continuer à apprendre beaucoup plus qu'avant même. Oui. Beaucoup plus. Et ça, je trouve ça une très bonne utilisation de mon temps libre. C'est très beau. Et puis ça rejoint ce que tu... Enfin, un peu de tout ton parcours. Quand tu étais plus jeune, que tu étudiais dans l'encyclopédie, aujourd'hui, tu as l'IA, mais Voilà, tu c'est ça. t'adaptes à l'ère de ton temps. Et quand même, tu en fais force parce que tu es toujours dans le stimule. Ma prochaine question pour toi, c'est, tu préfères des week-end trips, donc vraiment partir, je sais pas, dans un autre pays pour un week-end, ou plutôt des staycations, rester, je sais pas, à Paris ou en région. Quand on est à la retraite, on est tout le temps au week-end. Ah oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de. On fait. Enfin, je pensais la retraite un peu plus. D'avoir beaucoup plus de temps libre. Mais le fait, effectivement, je m'occupe beaucoup. Et donc, c'est vrai, j'ai fait. Je voudrais faire des voyages, voir les amis, surtout que je n'ai pas vu pendant longtemps, à cause du travail, à cause de ça, la famille, en Italie. Ça, je pense que je vais le faire. Mm. Et d'ailleurs, en Italie, tu es de Udine? Je suis né à Udine, mais Né à ma Udine. famille est de Venise. De Venise. Moi, je suis né par hasard à Udine. D'accord, ta famille est de Venise. Mes racines sont à Venise. D'accord. Alors, parlons d'Italie. C'est quoi ton plat préféré italien? Ben, c'est justement un plat du Nord. C'est la pasta e fagioli. Ah, Je sais pas si tu connais. oui, oui.
Pasta fagioli, c'est une soupe haricots rouges, et on met des pâtes dedans. Et c'est quelque chose que, bon, c'est très simple, mais c'est excellent. Oui. J'aurais jamais pensé que tu aurais dit ça, mais intéressant. Oui, c'est vraiment un plat typique du Nord. De la cuisine du Nord, de la cuisine pauvre, je dirais. Moi, dans ma région, c'était la polenta. Mais Ah, bien c'est sûr, pas la mon plat polenta. préféré, Non, non, mais la mais... polenta, j'adore la polenta quand j'étais enfant. Dans le café au lait sucré, la polenta froide, c'est magnifique. Et alors, ton monument préféré en Italie? Parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a trop, oui. Et je simplifie, Venise. D'accord, oui. C'est C'est un c'est un monument à part monument. entière. C'est vrai, c'est une ville unique au monde. D'ailleurs, Voilà. on nous l'a même piqué pour faire des mariages. Ça fait Oui, le tour ça. du monde. Bien, Les Vénitien. Vénitiens, ils n'étaient pas très contents, mais bon. Non, pas très content. Je Et, sais ma cousine qui habite là-bas. C'est pas très- et ton monument préféré dans le monde? Bah, j'ai resté en Italie, une autre ville, Mhm. Pompéi. Parce que j'aime bien aussi l'archéologie. Je fais de l'archéologie quand j'étais au lycée. D'accord. Et Pompéi, c'est incroyable. Enfin, on va là-dedans, on s'y retrouve dans la Rome ancienne, à l'époque ancienne. Et- Et puis surtout que c'est resté comme ça, oui, malgré l'éruption du volcan. ouais. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, c'est... Ouais. Et si vraiment je devais choisir un monument, par tous les, comme je dis, j'adore toute la partie Renaissance dans tous les tableaux de l'époque, la Pitié de Michelangelo. Oui, C'est un mélange entre païen et religieux. Le face de la Madone, c'est une beauté incroyable. absolument. Alors, la prochaine question, c'est... Mais ça, je sais déjà la réponse. C'était plutôt lecture du soir ou des séries télévision pour déconnecter? Je sais que tu écris. Donc, Oui, effectivement, le donc soir. Autrefois, je lisais beaucoup, je lisais beaucoup. beaucoup de livres vraiment science-fiction, de polar, des choses comme ça. Hmm. Et je regarde de temps en temps encore quelques séries, mais effectivement, le soir, c'est le plaisir, surtout quand je travaillais derniers mois, dernier temps, arriver, être tranquille dans mon lit et commencer à écrire. Oui. Ça, c'est vraiment passer la journée et dire, ce soir, je vais rentrer à la maison et je vais pouvoir écrire. C'est ce dont tu as hâte quand tu Voilà. rentres. Ouais, c'est intéressant et inspirant. Dernière question avant qu'on termine. Si tu as un livre à nous conseiller, un livre, n'importe quel domaine, hein, qui t'a beaucoup apporté, ce serait lequel? Ah, j'allais dire le livre que je suis en train d'écrire. J'adore. Les différents livres. Bah, si on regarde en Italie, les livres italiens, ce que j'adore, c'est les Promessi Sposi di Manzoni. Parce que c'est un livre fondateur de la langue italienne. Il y a des images qui sont incroyables. Et si on regarde un peu le livre léger j'ai lisé récemment, c'est plutôt les livres d'Asimov. C'est la science-fiction. Donc toute la série sur la Fondation, parce que c'est basé sur la chute de l'Empire romain. Mais c'est pas la série qu'on a vue récemment sur Apple. Ça n'a rien à voir. D'accord. Je ne Mais l'ai pas lu, donc je vois la série, oui. c'est vraiment une dynamique. Ce sont des livres assez simples, logiques, ils ont été écrits il y a 60 ans en plus. Et donc, mais il y a une psychologie, une évolution, un rythme qui est fascinant. Mais aussi, je pourrais dire, le livre sur le robot. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir Asimov qui a posé des lois pour les robots. Enfin, peut-être que tu as vu iRobot. Oui. Bon, voilà, donc dans iRobot, on a aussi toutes ces lois des robots. Les lois qui ne doivent pas apporter dommage à notre robot, à l'homme. Et après, dans un livre d'Asimov, il y a les trois lois de la robotique. Mais après, il y a une quatrième loi qui a sorti après, c'est la loi zéro. Et un robot, par son inaction, pour son action, ne doit pas apporter dommage à l'humanité. Et s'il s'agit de faire mourir un homme, c'est possible tant que ça ne porte pas dommage à l'humanité. Et là, j'ai fait une histoire sur ça, qui a été publiée sur LinkedIn. C'est transposer ces lois de la robotique à l'IA, à l'intelligence artificielle, parce qu'on a besoin.
des lois pour l'intelligence artificielle. Absolument. Le AI Act n'est pas suffisant et trop limité. Et donc, on doit poser aujourd'hui des questions qui sont quelles sont les lois qu'il faut appliquer à l'intelligence artificielle. Donc, justement, qu'on ne doit pas apporter dommage à l'homme, mais à l'humanité. Mais alors, la question que je me suis posée en écrivant cette histoire, d'ailleurs, qui se passe à Venise, parfois en dialecte vénitien, c'est quelle est l'humanité aujourd'hui? Comment on définit l'humanité? À l'époque d'Asimov, c'était le monde entier. Aujourd'hui, avec la communication globale et tout ça, on s'est rendu compte que les cultures sont très différentes. Une valeur qu'on a en Europe, c'est peut-être pas la même qu'on a en Asie, ou en Afrique, ou aux États-Unis. Donc, quelle est la bonne règle à appliquer pour l'intelligence artificielle dans c'est un cas bien défini? Quelle est l'humanité régionale? Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est toute une réflexion qu'il faudra faire dans le futur pour voir quelles sont les règles vraiment à appliquer à l'intelligence artificielle pour l'homme, pour l'humanité, et aussi pour travailler de façon à construire la société future avec l'intelligence artificielle et pas subir l'intelligence artificielle. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que pour moi, enfin, on entend souvent ça aussi dans les réseaux. Ils disent qu'il y a deux forces. Il y a une force qui est un peu contre l'intelligence, comme un rejet de la société, hein, et des personnes qui embrace, qui vont vers ça. Et ce que tu fais à travers tes lectures, mais aussi ce que tu transposes à travers ton écrit, c'est de dire comment on peut s'adapter à ça et justement se protéger ou s'adapter, arriver à vivre avec l'intelligence artificielle et ce nouveau monde. Ben, je fais un chapitre justement dans ce livre Sous l'éloge de la folie, justement sur toute cette problématique de l'intelligence artificielle, des gens qui les critiquent sans la pratiquer, donc ils critiquent parce qu'ils ont lu, tout simplement, et ceux qui les pratiquent et ils comprennent les problèmes, et ils essayent quand même de dire, bah oui, c'est bien, ça aide, mais attention. Exactement. Vraiment vigilance, mais aussi comprendre que c'est un atout. C'est comme un double-edged sword, non? C'est une épée à double tranchant finalement, mais faut quand même arriver à en tirer le mieux tout en restant vigilant. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment passionnant. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent vont en tirer des bonnes leçons. Vous pouvez trouver le profil en description de Luigi pour suivre ses écrits et peut-être un livre. Hein. Moi, je m'attends à un livre. J'espère un jour. J'ai aussi un blog, mais il faudrait que je trouve le temps pour le mettre en place. Et puis surtout, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et puis, je te dis arrivederci. À bientôt. Arrivederci. Grazie. Merci. Ciao, ciao.